économique, de sécurité internationale pour le Moyen-Orient. Parce que, si vous vous en souvenez, lorsque le ministre des Affaires étrangères Araghchi était en Russie, fin avril à Saint-Pétersbourg, il a rencontré Poutine. Et après cela, Poutine est venu dire « Hey, vous savez, nous avons besoin d'une nouvelle architecture de sécurité. » Puis, une semaine plus tard, Araghchi fait son pèlerinage à Pékin et rencontre le ministre des Affaires étrangères Wang Yi. Et Wang Yi dit essentiellement la même chose que Vladimir Poutine. Ce n'est pas une coïncidence. Ces deux gouvernements coordonnent leur politique. Et en même temps qu'ils font ça, je pense qu'il y a des initiatives diplomatiques qu'on ne voit tout simplement pas, qui restent sous la surface, dont on ne parle pas. Parce que la Chine et la Russie sont déterminées à construire cette organisation internationale distincte, politique, militaire, ou politico-économique, peut-être militaire, qui sera en dehors du contrôle des États-Unis et de l'OTAN, surtout sur le plan économique. Et c'est là que les États-Unis continuent en quelque sorte à faire des faux pas, ou que Trump continue, vous savez, à se tirer une balle dans le pied ou dans une autre partie de l'un de ses autres membres, avec ses menaces permanentes. Tout récemment, il a menacé de bombarder des pays qui n'achetaient pas de bons du Trésor américain. Voilà une technique de vente efficace. Vous savez, je vous mets un pistolet sur la tempe. Vous voulez acheter mon produit? Quand on fait ça à suffisamment de pays, ils commencent à chercher un autre moyen de sortir de cette relation. Et donc, ces 2 dernières semaines, il a essentiellement insulté et menacé la Corée du Sud, menacé de bombarder Oman, imposé des droits de douane de 50% au Canada. Les relations commerciales avec le Brésil sont tendues. Et pendant ce temps, la Chine propose à tous ces pays « Hey, on commerce dans votre monnaie, vous commercez dans notre monnaie, et vous n'avez pas à vous soucier d'obtenir une lettre de crédit auprès d'une banque américaine, ni de faire transiter de l'argent par SWIFT. Vous pouvez passer par le CIPS. » Donc, je suppose que ce que nous voyons ici, c'est l'un de ces tournants historiques où l'ancien ordre de l'hégémonie du pétrodollar est en train de se désagréger. Et ce n'est pas seulement sur le plan économique, c'est aussi sur le plan politique. Et the problem is that you. Et Trump n'a pas de bonne réponse à cela. Eh bien, je le souligne souvent. Quand j'ai entendu qu'il y avait for Puffsobor des possibilités d'inviter l'Iran dans ce club, je me suis dit que, historiquement, ou de manière générale, nous avons 2 types de dispositifs de sécurité régionale. D'un côté, il y a les alliances, dans lesquelles les pays A et B coopèrent contre un pays non membre, comme le pays C, et de l'autre, il y a les dispositifs de sécurité collective, où les pays A et B cherchent à assurer leur sécurité les uns avec les autres, plutôt que les uns contre les autres. Et je pense que c'est une distinction très importante. Si l'on veut vraiment comprendre pourquoi nous avons aujourd'hui une guerre en Europe, il faut comprendre comment nous avons opéré ce changement après la guerre froide. Car au départ, nous avions bien des accords avec les Russes. La Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Nous avions un accord selon lequel nous chercherions notre sécurité les uns avec les autres, et non pas dans un système de blocs les uns contre les autres. Autrement dit, la Russie était censée être incluse dans la nouvelle architecture de sécurité. Et dans un tel dispositif, on recherche une sécurité indivisible. Donc, au Moyen-Orient, par exemple, les Iraniens et les Saoudiens devraient convenir que l'Iran ne doit pas renforcer sa sécurité aux dépens de celle de l'Arabie saoudite. Et ensuite, ils trouvent des mécanismes de réciprocité. Ce qui s'est passé en Europe, c'est que c'était l'accord. Nous avions conclu un accord. En 1994, nous avons même développé l'OSCE, notre propre institution de sécurité, qui était inclusive. Puis nous nous sommes dit, les Russes sont faibles, alors pourquoi faire ça? Élargissons plutôt l'OTAN. Et c'est en quelque sorte ce que représentait l'élargissement de l'OTAN.
Nous avons abandonné cette institution de sécurité collective pour revenir à la politique des blocs. C'est-à-dire que tout ce rêve de Gorbatchev d'une maison commune européenne, tout ça est passé par la fenêtre. À la place, on a dit, nous allons revenir à la politique des blocs. Et ce ne sera même pas une politique des blocs fondée sur un statu quo stable. Nous allons nous étendre progressivement vers l'Est jusqu'à rencontrer toutes ces sociétés profondément divisées, la Géorgie, l'Ukraine, la Moldavie. Et elles allaient devoir se battre pour savoir où passeraient les nouvelles lignes de division dans cette Europe à nouveau divisée. Je veux dire, pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Et puis d'habitude, leur conclusion, c'est que les Chinois et les Russes ne cherchent qu'à établir leur hégémonie. Or, si vous êtes une puissance hégémonique, vous ne voulez pas que la paix éclate. Vous voulez un monde divisé entre des alliés obéissants et des adversaires affaiblis. C'est donc une politique des blocs, c'est une politique hégémonique. Voilà pourquoi les Chinois sont assez préoccupés. Ils ne veulent pas remplacer un système qui alimenterait la logique des politiques de bloc. C'est pour ça qu'ils soulignent souvent que les BRICS ne sont pas une alliance. C'est plus qu'une alliance. Il s'agit de permettre aux pays de chercher leur sécurité les uns avec les autres, sans dépendre d'une opposition aux États-Unis. Donc non, je ne sais pas. Mais j'espérerais que l'Iran soit autorisé à rejoindre ce club, parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'Iran. Cela représente l'idée d'une sécurité indivisible, au lieu de cette folle logique hégémonique façon Game of Thrones, de ces projets de guerre insensés. Oui, mais que peut faire Trump s'il veut mettre des bâtons dans les roues à tout ça? Je veux dire, comme vous l'avez dit, il a menacé de bombarder l'Iran jusqu'à l'anéantissement s'il ne concluait pas d'accord avec les États-Unis. Voyez-vous des signes indiquant qu'il pourrait faire quelque chose de similaire, afin d'empêcher une architecture de sécurité collective au Moyen-Orient? Oui, ils vont continuer d'essayer d'utiliser les leviers économiques qui leur restent sur l'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït et Bahreïn. C'est ça qui est vraiment intéressant, parce que certains rapports indiquent qu'ils ne regardent pas seulement du côté de l'Iran, mais aussi du Qatar, de Bahreïn et du Koweït. Il y aurait eu des contacts avec ces pays et avec l'Iran ces 2 dernières semaines. Et même si ces pays ont été frappés par l'Iran, et que l'Iran visait les bases militaires américaines, l'Iran continue de les contacter en disant « Écoutez, on n'est pas obligé d'être constamment à couteau tiré. » Quand on revient sur les 46 dernières années de la politique américaine en Asie occidentale, à partir de 1979, avec le renversement du Shah et l'arrivée de la République islamique, les États-Unis ont engagé une politique